Methods for controlling and reporting resistance training proximity to failure, current issues and future directions. On se retrouve aujourd'hui pour une revue informelle d'études et une revue qui parle de quoi, enfin une étude qui parle de quoi, de... Alors je vais enlever mon casque parce que j'ai chaud. Bref, je disais qui parle en fait des méthodes, comme ils le disent, hein, pour essayer de pouvoir contrôler la proximité de l'échec musculaire. Je l'ai trouvé très intéressante. J'ai pas pris de notes parce qu'en fait, je trouve qu'ils ont bien tout résumé. Donc j'ai souligné juste quelques passages, voilà, et notamment leurs conclusions qui me semblent très justes, voilà, dans l'ensemble. Je vais juste du coup faire quelques petites comment dire, traduction, voilà, et puis voilà, te dire un peu ce que j'en ai pensé. Il faut juste savoir que pourquoi est-ce que c'est important de calculer la proximité de l'échec musculaire, parce qu'on sait qu'en fait, aller relativement proche de l'échec musculaire, ça va avoir plusieurs conséquences sur l'entraînement, notamment plus on va, enfin, les séries productives en termes d'hypertrophie vont avoir tendance à être relativement proches de l'échec musculaire. Encore, ça peut dépendre de pas mal de facteurs, mais dans l'ensemble, on sait qu'une série qui se rapproche de l'échec musculaire va être productive en termes d'hypertrophie, entre 30 et 100% de l'ARM, enfin 30 et 90% on va dire. Mais aussi, peut-être qu'il faut éviter de trop se rapprocher de l'échec musculaire pour faire de la puissance, ou peut-être qu'il faut, comment dire, comment dire, être pas trop loin ni trop proche quand on fait de la force. Bref, ça peut avoir plein d'implications en fait dans l'entraînement que de contrôler cette proximité de l'échec musculaire. Donc voici un petit passage que j'ai souligné. Je m'en souviens plus parce que en ce moment c'est un peu chaotique au niveau des revues informelles. Je les fais quand j'ai le temps et donc ça peut être il y a une dizaine de jours à peu près. Donc j'avoue que je ne me souviens plus de pourquoi j'ai souligné tel ou tel passage, mais je me souviens de l'étude dans l'ensemble quand même. Alors ils disent que du coup cette étude met en lumière le fait que que en fait, en gros, la proximité à l'échec pour un exercice spécifique ou un groupe musculaire spécifique ne sera pas la même pour toutes les régions musculaires. Donc, en gros, on ne peut pas en fait avoir au niveau notamment je vais essayer de l'expliquer de façon simple. En gros, si tu prends un exercice et que tu vas à 2 répétitions de l'échec musculaire, peut-être que ce sera suffisant pour développer de l'hypertrophie sur tout le muscle, ou peut-être qu'au contraire, si tu prends un autre exercice et que tu vas à 2 répétitions de l'échec, ce ne sera pas suffisant, ou alors peut-être que tu aurais pu les maximiser à 3 ou 4 répétitions de l'échec musculaire. En gros, que c'est à la fois dépendant de la région du muscle, mais aussi dépendant de l'exercice en question. Donc, c'est intéressant justement aussi d'individualiser, d'être capable de mieux mesurer cette proximité de l'échec musculaire pour induire les résultats qu'on veut, notamment en termes d'hypertrophie. Ça, je trouve ça assez intéressant. On l'a trouvé notamment avec il me semble, si je ne dis pas de bêtises, des bouts du quadriceps qui étaient plus ou moins activés dépendant de la proximité de l'échec musculaire, enfin plus ou moins activés, qui réussissaient à faire plus ou moins d'hypertrophie suivant la proximité de l'échec musculaire. Donc c'est très intéressant. Voilà. Et on peut aussi avoir des synergies avec certains groupes musculaires, parce que si on tombe sur des exercices polyarticulaires peut-être ou même des exercices monoarticulaires, mais qui vont impliquer plusieurs muscles, peut-être que plus on va être proche de l'échec musculaire, plus on va avoir des groupes musculaires qui vont prendre le relais, etc. etc. Bref, voilà, c'est assez complexe. Alors, au niveau des différentes façons de quantifier ça, qu'est-ce qui est le plus reliable, le plus fiable, voilà, le plus fiable sur lequel on peut le plus compter pour être à peu près précis, ils ont tendance à dire que
les répétitions en réserve, c'est une échelle relativement fiable quand on a des charges plus lourdes et quand on se rapproche plus de l'échec musculaire. D'accord? Donc quand on n'est pas trop loin de l'échec musculaire, ça a l'air plus fiable. Mais que sinon, on va dire la méthode REN, c'est plutôt les velocity loss, la perte de vitesse en fait, qui a l'air d'être individualisée à la fois par exercice, mais aussi comment dire, par individu en fait. C'est-à-dire qu'en gros, on peut avoir des velocity loss, des paliers en fait de perte de vélocité qui vont être différents suivant les personnes, mais qui vont de façon générale correspondre évidemment à l'exercice en question, mais à chaque personne de façon particulière. Je ne sais pas si j'arrive à être très précis parce que ce sont des notions un peu compliquées, mais par exemple, moi je fais un développé couché. D'accord? Je vais faire un développé couché et puis je vais arriver à 3 répétitions de l'échec musculaire. Eh bien, quand j'arriverai à 3 répétitions de l'échec musculaire, je serai toujours à 0,7 de vitesse, on va dire. Et ça, peu importe si je deviens plus fort ou pas. C'est-à-dire que même si je deviens plus fort, même si je garde, on va dire, enfin que j'augmente ma force, eh bien je serai toujours à 3 répétitions de l'échec musculaire à 0,7. Donc c'est hyper intéressant, mais ce sera valable pour cet exercice-là seulement. Peut-être que sur le squat, je serai à 0,8 par exemple, et pour moi seulement. C'est-à-dire que peut-être qu'un de mes voisins sera à 0,6. Voilà. Au niveau, donc du coup, finalement, ce qu'ils finissent par dire, c'est que la façon la plus simple de l'évaluer, c'est de faire une correspondance entre le RIR, donc nos répétitions à l'échec musculaire qu'on estime nous, avec eh bien, le velocity loss, d'accord? Donc avec le velocity loss, etc. par exercice, ok? Et en se testant du coup au moins une fois, d'accord? Où on va, eh bien, vraiment c'est important d'aller jusqu'à l'échec musculaire. Parce que sinon on ne peut pas savoir si notre RIR était précis. Et donc en ayant toutes ces correspondances-là, eh bien, on peut arriver à avoir non seulement quelque chose qui soit fiable au niveau d'un point de vue, recherche, etc., parce qu'on aura les velocity loss qui vont correspondre à nos propres paliers personnels, mais aussi qui soit utilisable par les pratiquants qui n'ont pas forcément de machine à chaque fois de velocity loss, parce qu'ils vont pouvoir en fait estimer leur RIR par rapport au velocity loss et être pas trop paumé vis-à-vis de ça. Donc c'est assez intéressant. Voilà, RIR c'est répétition réserve, je ne sais pas si je l'avais précisé avant. Voilà. Ouais, voilà, c'est grosso modo ce qu'ils en disent, hein. J'ai relu à la fin leur conclusion, mais c'est ça. Et moi, je peux être que d'accord avec ça, c'est-à-dire que je pense que il faut faire correspondre à la fois les mesures objectives avec les mesures subjectives si on va avoir des outils d'entraînement qui sont intéressants pour le pratiquant qui n'a pas accès à une technologie importante et qui, en même temps, a envie quand même de s'entraîner de façon relativement précise. Et ensuite, pour la recherche, ça va être intéressant de pousser dans cette direction-là, hein. Voilà, dans la direction de plus de précision avec les profils individualisés, etc. pour avoir de plus en plus de choses applicables, de plus en plus de trouvailles scientifiques intéressantes. Voilà. Dans l'ensemble, voici ce que j'en ai pensé. Et sur ce, prends soin de toi et on se retrouve pour une prochaine vidéo.